Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois le tout nouveau président du Conseil économique, social, environnemental, de la culture, de l'éducation de Martinique, en la personne de M. Justin Daniel. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer à quoi consiste ce conseil, cette entité qui fait partie de la CTM, et puis donner plus d'explications à nos amis téléspectateurs? Très bien. Alors, la collectivité territoriale de Martinique comporte trois piliers, si j'ose dire. Oui. Donc, d'une part, l'Assemblée de Martinique, qui est l'organe décisionnel de la collectivité, qui est composé de 51 membres, comme oui. chacun sait. Et puis, d'autre part, il y a le Conseil exécutif, qui comporte en son sein 9 membres, dont un président du Conseil exécutif, tout comme il y a un président de l'Assemblée. Et puis, nous sommes le troisième pilier, qui est le Conseil consultatif, qui se décompose en deux sections. Donc, l'intitulé exact, c'est effectivement Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de la Martinique. C'est un peu long, pardonnez-moi. CESEM. Et qui comporte donc, je disais, deux sections. Une section économique, sociale, environnementale. Une section de la culture, de l'éducation et des sports. Alors, oui. Alors, c'est vrai que vous dites que c'est consultatif. Mais est-ce que les politiques tiennent compte des avis que vous donnez? Alors, ils n'ont pas l'obligation de respecter scrupuleusement nos avis, mais par contre, sur un certain nombre de dossiers, ils ont l'obligation de nous consulter. Ouais, c'est toute l'ambiguïté de cette démocratie consultative qui est née, pour le rappeler, dans les années 60 du siècle dernier. Ça a été mis en place par le régime gaulliste qui voulait donner un souffle nouveau à la démocratie en s'appuyant sur ce qu'on appelait à l'époque les forces vives. Oui. Et puis, ces conseils ont été finalement institués et ils ont pris la forme des conseils économiques, sociaux, environnementaux en France et régionaux. Donc, et à la Martinique, à la demande d'Aimé Césaire, d'ailleurs, au moment de l'examen de la loi sur la décentralisation en 1982-84, il a suggéré qu'on mette en place un conseil qui prenne en compte les spécificités d'un point de vue culturel des collectivités situées outre-mer. Et donc, on a créé, en plus des conseils économiques sociaux régionaux à l'époque, on a créé pour les 4 DOM un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Et par conséquent, aujourd'hui, le CESEM représente la fusion de ces deux conseils. D'accord. Alors, on a vu pour cette mandature combien le président de l'Assemblée se plaignait de ne pas avoir de moyens pour travailler. Est-ce que vous avez des moyens pour mener à bien votre mission? Alors, cela peut paraître paradoxal, mais le président du CESEM qui vous parle aujourd'hui est tout à fait satisfait des moyens qui ont été mis à sa disposition. Bien sûr, on peut toujours demander plus, mais nous avons aujourd'hui les moyens de travail. Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, malgré tout. Je pense qu'on peut se saisir de certain nombre de dossiers. Notre souci, c'est de le mener à bien. Donc, nous avons les moyens du point de vue matériel. Nous sommes bien installés au lotissement Bardinet. Et puis, nous avons les ressources humaines. Et je voudrais d'ailleurs profiter pour saluer le dévouement du personnel qui travaille pour le compte du CESEM. Alors, si vous permettez, Monsieur le Président, on va regarder une petite vidéo d'1 minute à peu près que vos services ont bien voulu nous transmettre pour que les téléspectateurs comprennent bien de quoi il s'agit. Très bien. Merci. Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique, le CESEM est l'organe de la CTM qui représente la société civile dans l'élaboration des politiques publiques. Prenons par exemple le budget de la CTM. C'est important ça pour la Martinique. Eh bien, avant d'être voté, le CESEM doit obligatoirement être consulté. Le CESEM rend alors son avis, débattu et voté par les 68 conseillers qui le composent, tous nommés pour refléter la diversité de la société civile martiniquaise. Cet avis est ensuite présenté par le président du CESEM aux conseillers territoriaux de Martinique. Ce n'est pas tout. Le CESEM peut,
de lui-même, décider de mener les actions qu'il juge nécessaires dans son champ de compétences. C'est ainsi qu'en 2019, le CESE-CEM a organisé des conférences, des débats, développé des outils numériques, rédigé des rapports et des avis, le tout à destination des élus, de la population ou des deux. Visitez notre nouveau site internet pour tout savoir sur le CESE-CEM. Alors, Monsieur le Président, est-ce que tout ça vous paraît correct, tout ce qui a été dit dans cette vidéo? Absolument, puisque la vidéo rappelle que nous avons vocation à être saisis sur un certain nombre de textes. C'est une obligation, je tiens à le souligner. Tout ce qui concerne, par exemple, les documents budgétaires, qu'il s'agisse des documents d'orientation budgétaire, du budget primitif, du compte administratif, ou encore des décisions modificatives ou budget supplémentaire. Sur tous ces documents, le CESE-CEM doit émettre un avis. De même, il doit être consulté sur tous les documents de planification, tous les schémas, et Dieu sait s'ils sont nombreux aujourd'hui, qui orientent les politiques publiques territoriales. Ça, c'est le premier volet de notre action, notre première vocation. Ensuite, nous avons une deuxième vocation, non moins importante, c'est l'autosaisine. Le CESE-CEM peut se saisir de tout enjeu, de toute question, et produire un rapport, animer des ateliers, faire remonter des propositions aux décideurs. Donc nous essayons de jouer en permanence sur ces deux tableaux. Puis j'ajouterai, même si ça n'apparaît pas de manière explicite dans les textes, je pense que nous avons un rôle extrêmement important à jouer en interaction avec les citoyens. Et c'est à double sens. Oui. Je veux dire, nous devons nous imprégner des attentes, des problèmes que rencontrent les citoyens, et puis de notre côté, débattre avec les citoyens pour voir si on peut trouver ensemble des solutions. D'accord. Alors, donc vous n'êtes pas du tout politique? Non. À titre personnel, bien sûr, chacun a ses idées, mais en tout cas, votre administration n'est pas une administration politique. Notre ADN, c'est la diversité. Ouais. Au CESE-CEM, vous allez trouver des personnes qui représentent, incarnent ce qu'il est convenu d'appeler la société civile organisée. Ouais. Et si vous prenez la section économique, sociale et environnementale, vous avez par exemple dans cette section représenté le patronat, mais aussi les syndicats. Et puis vous avez différentes associations, des associations de défense de l'environnement, etc. Donc, et la même chose d'ailleurs pour le conseil, la deuxième section, de la culture, l'éducation et Monsieur Boutan, l'ancien patron de la SACEM, je crois, fait partie de... Absolument, voilà. Absolument. Il représente bien sûr la culture. Donc c'est une diversité extraordinaire, ce qui fait que finalement le CESE-CEM est avant tout un espace d'échange, de dialogue. Nous ne cherchons pas à créer des consensus artificiels. Nous ne serons jamais d'accord complètement entre nous. Mais nous donnons les moyens d'émettre des avis circonstanciés qui peuvent quand même éclairer les élus dans leurs décisions. Alors en 2015, lors des élections pour cette première mandature, mais avant l'élection, il y a eu beaucoup de débats. Et quelque part, on a encore l'impression que les téléspectateurs, mais aussi certains des politiques, n'ont peut-être pas encore bien compris ce que la CTM a comme pouvoir. Mais on nous avait dit, on rassemblait le Conseil général et le Conseil régional. Donc les deux assemblées seraient restées constituées et auraient eu, peut-être un petit peu comme à l'instar de ce qui se passe à Paris, je crois, un gouvernement de ces deux assemblées. Mais là, on a eu une refonte. C'est devenu une seule entité. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a tous bien compris ce qui était prévu de par la loi? C'est ça le paradoxe. Aujourd'hui, tous les Martiniquais ont entendu parler de la CTM. Ouais. La CTM influe très largement sur leur existence quotidienne, mais je ne suis pas du tout certain qu'ils ont compris tous les mécanismes de fonctionnement de la CTM, ni même ses compétences. Je pourrais d'ailleurs dire que cela est également vrai pour une bonne partie du personnel politique, y compris ceux qui sont actuellement en lice pour les élections. Donc là, il y a effectivement un déficit d'information
Et en tout cas, les explications qui ont été apportées jusqu'à maintenant n'ont pas été pleinement intégrées. Alors, au départ, c'est quoi la collectivité territoriale de Martinique? C'est, au sens constitutionnel du terme, une collectivité unique qui succède au département et à la région. Avec les 3 organes dont nous avons parlé tout à l'heure, une assemblée délibérante et un conseil exécutif. Alors, c'est peut-être ce changement-là qui a un peu troublé les uns et les autres, parce que jusqu'à maintenant, le département ou la région fonctionnait avec un conseil général ou un conseil régional, aujourd'hui on appelle le conseil général, le conseil départemental d'ailleurs, et un président. Mais le président, en fait, le président du conseil général, pour prendre cet exemple-là, il avait une double casquette. Je vais vous donner un exemple très concret pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre. On le connaissait, pouvait le voir à la télévision, en train de présider l'Assemblée. Là, il avait sa casquette de président de l'Assemblée, il dirigeait les débats, il donnait la parole, etc. D'accord ? Une délibération est prise. Que fait-il ? Donc là, les uns et les autres rentrent chez eux, mais lui, il reste là. Et il change de casquette. Il devient exécutif. Et il va exécuter la délibération qui a été prise. C'est ça. D'accord ? Aujourd'hui, avec la CTM, la situation est différente, puisqu'il y a le président de l'Assemblée, il dirige les débats, etc. Mais, à côté, il y a le conseil exécutif, et à sa tête, le président du conseil exécutif, et c'est lui qui va exécuter les décisions de l'Assemblée. Donc ce ne sont pas les mêmes personnes. C'est cette dissociation qui a jeté un certain trouble au sein de la population, y compris également du côté des élus, parce que j'ai entendu parler à certains moments du président de la collectivité territoriale de Martinique. Ça n'existe pas dans les faits. Nous avons ce qu'on appelle une organisation bicéphale avec 2 présidents, un président de l'Assemblée et un président du conseil exécutif. Donc ça n'a pas encore été pleinement intégré par le personnel politique et encore moins par la population. Ça, c'est vrai. Finalement, Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que ça a été une mauvaise affaire pour nous d'être passé à la CTM ? Alors, est-ce qu'on a perdu, par exemple, de l'argent ? Est-ce qu'on a récupéré tout ce que le Conseil général et la région avaient ? Oui. Ne soyons pas victimes d'une illusion d'optique. Dans l'immédiat, on a l'impression qu'on est perdant. Et c'est vrai que ce type de réforme, en général, se traduit au départ non pas par des économies, mais par des dépenses supplémentaires. Et puis, au fil du temps, on commence à faire des économies. L'illusion d'optique vient du fait qu'on a eu quelques difficultés à mettre en place cette collectivité. Il y a eu des dysfonctionnements, notamment pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, entre le conseil exécutif et l'Assemblée, entre le président du conseil exécutif, et sur une toile de fond politique qui est un peu compliquée à la Martinique, et je ne m'étendrai pas là-dessus, bien évidemment. Tout à fait. Et donc, moi je considère que cette première mandature nous a permis d'essuyer les plâtres. Nous avons pu, et quand je dis nous, pas moi à titre personnel, mais les uns et les autres, les responsables des Martiniquais, nous avons pu localiser un certain nombre de dysfonctionnements. Donc le moment est venu de les régler et de rendre pleinement opérationnelle cette institution. Est-ce que nous avons, j'entends les lois pays, est-ce que nous avons la possibilité de faire des lois ? Oui, bien sûr. Enfin, non. D'accord. Bon, je pense que ça flatte un peu notre dignité que de dire que nous sommes en capacité de dicter des lois à la Martinique. De quoi s'agit-il en réalité ? Il s'agit de la possibilité, mais qui est antérieure à la mise en place de la collectivité territoriale de Martinique, de la possibilité pour l'Assemblée de Martinique d'être habilitée à intervenir dans un domaine qui relève habituellement de la compétence du Parlement français. Et donc, dans ce domaine-là, il peut prendre des règles, par exemple, ça a été fait d'ailleurs, dans le domaine de la formation, il peut être en charge, l'Assemblée directement peut être en charge de ce domaine particulier pour un temps limité. Est-ce que c'est ce qu'on appelle des habilitations, en fait ? Voilà, c'est ça. C'est une habilitation. Pour que ça se fasse,
il faut recevoir l'habilitation du Parlement. C'est ça. Mais les actes qui sont pris là, ce sont des délibérations. Oui. Même si c'est dans le domaine législatif, ce sont des délibérations, donc ce sont ce qu'on appelle des actes réglementaires. Donc ça ne peut pas correspondre à une loi. On peut dire que c'est une loi pays, un peu comme en Polynésie, loi du pays, en Polynésie, mais surtout pas une loi pays au sens calédonien du terme. Oui. La différence est très claire, parce que la loi calédonienne, elle peut être attaquée devant le Conseil constitutionnel. Tandis que notre loi locale, si j'ose dire, eh bien, on peut l'attaquer devant la juridiction administrative. C'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire ici même, au Conseil tribunal administratif et Conseil d'État. Conseil d'État. Ouais. Alors, par contre, par rapport à la Guyane, il y a quand même une différence. Oui. La Guyane a quand même conservé... un petit peu comme l'ancienne région, la possibilité aux opposants de faire partie de ce qu'on appelle le bureau, enfin une espèce de bureau. Alors, c'est pas le bureau, parce que nous avons un bureau, la commission permanente. La commission permanente. La commission permanente, effectivement, c'est une instance qui existe pour les conseils départementaux aujourd'hui et les conseils régionaux. Qui existe d'ailleurs en Corse, même si la Corse a un conseil également exécutif, dissocié de l'Assemblée. Oui. Donc, la différence entre une commission permanente du point de vue de sa composition, c'est que la commission permanente permet, sur une base proportionnelle, la représentation de l'opposition. C'est ça. Avec un conseil exécutif, ça n'est pas possible, parce que ce ne sont pas du tout les mêmes logiques qui sont à l'œuvre. Quand vous mettez en place un conseil exécutif dissocié de l'Assemblée, ça veut dire que le conseil exécutif, qui est une émanation de l'Assemblée, même si les membres doivent démissionner, ils sont originaires de l'Assemblée, doit être exactement de la même couleur politique que la majorité de l'Assemblée, parce qu'ils doivent travailler en étroite coordination, et c'est un véritable tandem collectif, si vous voulez. Oui, c'est ça. C'est ça, la différence. Et parce que, en quelque part, on reprend la logique des institutions de la Ve République. Vous voyez, le gouvernement est soutenu par la majorité à l'Assemblée. C'est exactement la même logique qui est à l'œuvre. Et bon, comme on n'y est pas habitué, donc on a tendance à vouloir reproduire la commission permanente, et j'ai entendu certains candidats dire, moi je prendrais le risque de faire venir au sein de la commission, du conseil exécutif des représentants de l'opposition. Est-ce légal? Ils peuvent faire ça. Ils peuvent le faire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que les personnes concernées ont franchi le pas, elles ne sont plus dans l'opposition. Elles se retrouvent dans la majorité. C'est ça la différence. Oui, c'est ça. Puisque, encore une fois, pour ça, ce que je vous disais à l'instant, savoir, c'est exactement la même logique que le gouvernement et le Parlement. Oui. Donc, la majorité a l'obligation de soutenir le gouvernement. Donc, la majorité, aujourd'hui, au sein de l'Assemblée, a l'obligation pour que ça fonctionne. C'est très clair. Mais la contrepartie, puisque nous sommes dans une démocratie, et ça, je crois qu'il faut insister là-dessus. Pour que ça fonctionne également, il faut une majorité cohérente, mais une opposition forte. Une opposition forte, elle aussi, autant que possible cohérente, mais compte tenu de l'état du paysage politique, je ne compte pas trop dessus. Mais en tout cas, il faudrait que la collectivité elle-même donne à l'opposition les moyens de fonctionner. Là, nous avons une marge de manœuvre. On n'a pas besoin de passer par la loi. On peut mettre en place des dispositifs donnant de véritables moyens à l'opposition, permettant d'accéder aux dossiers qui seront traités, de s'appuyer sur le personnel et la technicité du personnel de la collectivité, etc. Mais ça dépend que de nous. C'est pas le pouvoir central qui va le faire à notre place, quoi. C'est ça. Alors, je ne veux pas évidemment me mêler des choses de la Guadeloupe, mais est-ce que vous pensez que la Guadeloupe a eu raison pour l'instant de rester en département et en région, au vu de ce que nous voyons ici en Guyane? Je ne porterai pas de jugement sur les choix qui ont été faits par la Guadeloupe et la Martinique. Simplement, aujourd'hui... Le côté technique, on va dire. Est-ce que ça change fondamentalement les choses? Je ne crois pas. Il ne faut pas survaloriser
le cadre institutionnel. Ce n'est pas ça qui, à mon avis, va produire des politiques publiques, des politiques territoriales adaptées aux enjeux du moment. Le cadre peut faciliter les choses, mais tout dépend de la façon dont le cadre est investi. Utilisé. Voilà, oui. Il est utilisé. C'est là que ça se joue. Oui. Et de ce point de vue-là, moi, je ne crois pas qu'une énième réforme institutionnelle en Guadeloupe, en Martinique ou en Réunion, nous avons sur le campus de chercheurs, je vous annonce ça en avant-première, fait un gros travail qui va être publié bientôt d'évaluation des collectivités territoriales situées outre-mer à l'occasion du 75e anniversaire de la loi du 19 mars 1946. Et c'est un peu la conclusion à laquelle nous aboutissons. L'essentiel n'est pas là. Aujourd'hui, pour tous ces territoires, le vrai problème, c'est la question du développement. Est-ce que le modèle de développement que nous avons là, il est adapté? C'est l'enjeu démographique qui se pose en des termes différents, par exemple, pour Mayotte et pour la Guyane et pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. Mais dans tous ces territoires, il y a une problématique démographique. Et puis, à la Martinique, nous connaissons nos problèmes particuliers, des terres empoisonnées, des tonnes de sargasses qui échouent sur nos rivages. On ne sait pas quoi en faire. Et il y a toute une série d'enjeux. Mais je profite pour dire, en même temps, que la collectivité territoriale de Martinique, qui succède, comme je le disais, à la région et au département, a au moins une double vocation. La première, c'est par excellence la collectivité qui incarne les solidarités territoriales, les solidarités sociales. Et donc là, on voit qu'il y a une dimension proximité des problèmes que rencontrent les Martiniquais dans leur vie quotidienne. Mais c'est aussi l'échelon stratégique de préparation de l'avenir. Et donc, nos élus ont une tâche immense parce qu'ils doivent concilier ces deux logiques au service du territoire. Et le social, c'était surtout le Conseil général qui s'en occupait. Absolument. Et vous avez bien compris dans ma distinction, ça renvoie implicitement au Conseil, à l'ancien Conseil général et à l'ancien Conseil régional. Monsieur le Président, est-ce que vous avez des choses, est-ce que vous pensez remanier un petit peu votre administration? Est-ce que vous avez des choses à nous annoncer? Non, l'administration, je n'ai pas l'intention, je suis tout à fait satisfait de mon personnel. Simplement, donc, pour le moment, sous l'ancien président. Donc, que je salue, qui a fait un travail énorme de mise en place de la nouvelle institution, mais on va essayer de franchir un palier supplémentaire en mettant l'accent sur le troisième point que j'ai souligné tout à l'heure, les relations avec nos citoyens, participer, faire un véritable travail citoyen, participer à la mise en place d'une démocratie citoyenne. Et je suis de ceux qui considèrent que nos citoyens sont porteurs eux aussi d'expertise. Donc nous devons nous nourrir de cette expertise-là pour faire nos propres propositions. Donc c'est ce point-là sur lequel je voudrais mettre l'accent. Monsieur le Président, merci beaucoup d'être venu à Zouk Télévision nous donner tous ces détails avec plaisir. Excellents, parce que ça permet, je suis sûr, à nos téléspectateurs de mieux comprendre ce qui se passe un petit peu dans notre pays. Et après toutes ces élections, quand vous aurez un moment un peu plus long, nous ferons une émission un peu plus longue, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait apprendre de vous. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup et merci à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de Zouk TV. Et à bientôt. À bientôt, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Manuela, pour la réalisation de l'émission. Merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis.